Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va s'imaginer vivre un peu plus près des étoiles dans un module lunaire développé en Isère par la start-up Spartan Space. On va également parcourir la distance mythique du marathon dans les deux sens, en marche avant et plus insolite, en marche arrière. Bonjour à tous, j'ai à mes côtés deux champions, deux marathoniens, Duncan Péria, bonjour. Bonjour. Champion de France de la discipline. Et à côté de vous, Guillaume Delustrac. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Vous êtes recordman du monde du marathon en marche arrière. On l'a vu, un record un peu lunaire dont on va parler, qui devrait plaire à notre troisième invité, Peter Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Spartan Space, qui est une start-up basée à Grenoble, qui travaille en lien avec le CEA, qui ambitionne d'aller habiter un jour sur la Lune. C'est un projet très sérieux qui prend forme ici en Isère depuis à peu près 2 ans. Oui, c'est ça. Je sais, ça fait un peu des plans sur la comète, mais non, c'est un projet très sérieux. En fait, le premier prototype, il a été développé ici à Grenoble, à Sassenage, dans les locaux de Air Liquide. On travaille avec Air Liquide, on travaille avec le CEA, on travaille surtout avec le CNES, bien sûr. Et le but, c'est de fournir cet habitat pour les missions Artemis sur la Lune. Alors, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire, la conquête de la Lune. Duncan et Guillaume, et moi-même d'ailleurs, n'étions pas nés, peut-être pas vous non plus, Peter. C'était il y a un demi-siècle avec Neil Armstrong. En 1969, 12 hommes seulement ont marché d'ailleurs sur la Lune, entre 1969 pour le premier et puis le dernier en 1972, que des Américains. Depuis 50 ans, aucun humain n'est retourné sur la Lune. Non, c'est ça. C'est étonnant. Ça, en fait, oui, c'est étonnant, mais ça va changer maintenant, assez rapidement. Je pense que dans 3 ans, on va voir des Américains retourner sur la Lune. Mais cette fois-ci, ces missions, ils ne sont pas censés être un peu comme Apollo, c'est-à-dire on y va, on plante un trapeau, on prend quelques échantillons et on ne retourne pas pendant 60 ans. Cette fois-ci, c'est pour installer une présence durable. Et ce projet EuroHAP, il s'inscrit dans ce sens-là. En fait, l'idée, c'est de poser la première maison, si vous voulez, en surface lunaire, au pôle sud, très, très exactement, qui va servir à plusieurs missions. Alors on voit là une petite animation de ce que ça pourrait donner avec votre module. Il est complètement autonome, cet habitat lunaire ? Oui, en fait, donc il arrive tout seul. Il arrive avec un alunisseur robotique. Il est positionné quelque part en surface lunaire. Et effectivement, c'est autonome, c'est téléopéré. Mais c'est des technos qui sont assez matures. C'est pas très compliqué. Je sais, ça fait bizarre quand je le dis comme ça, mais c'est des technos qui sont maîtrisés en France. Et donc, ça peut être une contribution française à des missions de la NASA, par exemple. Le solaire qui fonctionne ici, ça peut fonctionner aussi sur la Lune, l'énergie solaire par exemple ? Oui, ça fonctionne, c'est pour ça qu'on travaille avec le CEA. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, donc en surface lunaire, vous avez aussi un jour et la nuit, sauf que ça dure 14 jours. Ah oui. Et la nuit pendant 14 jours... Il faut avoir les batteries adéquates. Et des températures assez basses, donc c'est un gros problème d'ailleurs. Faire survivre de l'équipement en surface lunaire, ça c'est pas évident. Alors, vous l'avez dit, c'est un projet sérieux qui est développé depuis 2 ans. On a vu des animations, mais il existe aussi un prototype, grandeur nature. Même 2. On a fabriqué le premier tout de suite à la création de la société, donc ici à Sassenage. Il est parti à Dubaï sur l'Expo universelle. Après, il s'est baladé un peu à droite et à gauche. On a fait des tests avec l'Agence spatiale européenne. Entre-temps, on a construit un deuxième suite à une étude avec le CNES sur laquelle on a travaillé avec Thales Alenia Space à Cannes, qui est un peu plus petit. On a dû revoir un peu les dimensions, mais tout simplement, notre principal objectif, c'est que ça rentre techniquement on peut l'amener sur la Lune.
En termes de masse, en termes de dimension, on peut l'amener. Donc on a revu un peu les dimensions et celui-là, actuellement, il est au CEA, dans un conteneur. Mais le mois dernier, il était au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale à Paris. Et maintenant, il va être installé normalement au CEA à Grenoble. On le voit là, lors d'une précédente présentation à Grenoble. Il faut de l'argent pour développer un projet comme ça. On sait que dans le spatial, souvent, il y a des financements importants. Vous en êtes tout du montage du projet? Pour l'instant, on tient la feuille de route. On a des financements qui viennent de différents partenaires, différents organismes et aussi du CNES, bien sûr, qui prend le projet de plus en plus sérieux et qui nous suit dans ce développement. Nous, le but, c'est que ça soit fait jusqu'en 2030. 2030, je veux que cet habitat soit en surface lunaire. Pourquoi 2030? Parce qu'en fait, les missions Artemis sont prévues aujourd'hui jusqu'en 2030. Il y en a d'autres qui vont venir après, mais ils ne sont pas encore financés, donc ce n'est pas sûr. Et justement, pour éviter que c'est uniquement quelques missions et après on ne retourne pas pendant 60 ans, c'est important qu'on fournisse un élément permanent en surface lunaire. C'est pour ça qu'on veut en 2030. Combien d'astronautes pourront vivre à l'intérieur de votre module? En opération nominale, c'est 2 personnes, 2 astronautes qui l'utilisent un peu comme un camp de base. Hein, si vous voulez monter en Mount Everest ou sur une montagne, vous avez un camp à une certaine altitude. C'est un peu le même principe en fait. Ça permet d'aller plus loin, s'éloigner plus loin de la fusée. Et voilà, donc ça, dans nominal, c'est 2 personnes, mais on peut aller jusqu'à 4 personnes, mais ça sert uniquement pendant quelques jours. Hein, c'est vraiment des périodes très courtes. C'est quoi la surface habitable? On voit la simulation de cette structure qui est gonflable à la base? Oui, c'est 4 mètres de diamètre. Donc c'est assez cosy à l'intérieur, mais bon, on n'a pas l'intention de construire un Hilton sur la Lune. C'est vraiment pour servir à ces missions, quoi. Donc, si j'ai bien compris, une fois le module posé, lui, il reste en permanence et c'est les astronautes éventuellement qui peuvent se relayer à l'intérieur? C'est ça, en fait, ça peut être donc, ça va servir à une mission et à des missions à suivre derrière. Ça peut être aussi un point où les robots, par exemple, ils amènent des échantillons qui sont ensuite récupérés par des astronautes. Ça serait vraiment une base permanente en surface lunaire. Pas habité en permanence, ça c'est pas possible. Il y a trop de problèmes par rapport à la radiation, des choses comme ça, mais ça serait une petite partie de la France qui est en surface lunaire, quoi. Là, on voit justement les robots qui alimentent le module. C'est pas une simulation, ça, c'est une véritable image réelle. C'est une image réelle, c'était quand même une simulation. Oui, c'était un exercice, voilà, vous n'étiez pas sur la Lune. Non, on n'était pas sur la Lune, c'était assez sympathique quand même comme simulation qui était faite en Luxembourg avec l'Agence spatiale européenne. Et en fait, on a simulé avec différents partenaires comment acheminer de l'oxygène dans l'habitat. Parce que comme je disais, on ne veut pas faire un habitat jetable, on veut un habitat qui peut servir à plusieurs missions. Et donc, il faut le réalimenter avec l'oxygène notamment. On a vu donc ce prototype qui existe, vous l'avez testé en conditions extrêmes, parce que vous l'avez dit, sur la Lune, on n'a pas les mêmes températures, pas les mêmes vents, j'imagine aussi, qu'on peut trouver ici sur la Terre? Pas encore, non. Les problèmes sur la Lune, c'est le vide, la thermique, les écarts de température assez méchants, la radiation et la poussière. On a testé donc avec la poussière en Luxembourg, sachant que le prototype, ce n'est pas des matériaux finaux, hein, on travaille encore dessus. Mais des solutions existent. C'est vraiment une question maintenant une décision politique de dire la France va fournir ce genre de matériel pour les missions Artemis, pour assurer notre place aussi dans cet enjeu. Et la techno, elle existe en France. Vous êtes prêt à fournir, il faut que maintenant il y ait un choix de la France pour pousser un projet comme le vôtre. Oui, comme je disais, donc dans 3 ans, on va voir des Américains sur la Lune. Ils vont être suivis des Chinois. Là, actuellement, il y a un système indien qui est en pôle sud, qui a été atterri sur le pôle sud de la Lune. Il va falloir se poser un peu la question, quel est le rôle de la France dans ces missions-là, et la France et l'Europe, hein, donc. Et ça peut être une contribution à ces missions-là, mais il faut une volonté politique d'y aller, quoi. Il n'y a jamais eu de femmes sur la Lune, hein. Je disais 12 hommes dans les années 70. Il y a une chambre double dans votre module pour éventuellement abriter un couple d'astronautes?
Non, pour l'instant, on travaille encore sur l'intérieur. Je veux prendre cette astuce comme input pour notre design. Non, on n'a pas pensé à ce genre de problématique pour l'instant, non. Bon, il commence à y avoir des voyages commerciaux, en tout cas dans l'espace. Ça vous tente, Guillaume et Duncan, d'un jour peut-être aller jusqu'à la Lune pour voir ce qui s'y passe? Ah oui, carrément. Moi, c'était un peu mon rêve de gosse, c'était un peu d'être astronaute. Donc, au final, je trouve ça hyper intéressant. Donc, oui, si, moi, ça fait rêver tous les trucs que ce soit les nouvelles expériences ou quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire. Moi, ça me fait carrément rêver, ouais. Moi, je serais un petit peu plus sur les choses qui sortent de l'ordinaire. Et vu que maintenant, je suis pas mal dans les milieux écologistes, etc., je sais que tout ce qui est spatial nous sert beaucoup pour comprendre mieux la planète. Mais voilà, pour l'instant, j'ai encore plein d'endroits à découvrir ici sur Terre. Il faut un peu d'énergie pour aller jusqu'à la Lune. C'est quoi la durée du voyage aujourd'hui entre la Terre et la Lune pour amener votre module, par exemple? Ça peut être relativement vite, mais normalement, c'est quelques jours quand même. Notamment quand c'est robotique, on se prend un peu le temps pour atterrir. Donc, mais les missions Apollo, ils étaient en surface lunaire dans quelques jours. Bon, 2030, vous postulerez pour être du voyage, pour aller voir si tout est bien en place là-haut ou pas, Peter? Ouais, il faut postuler. Mais ce que vous disiez, c'est vrai, en fait, des technos qu'on installe dans cet habitat, notre entreprise, en fait, est basée de faire revenir ce genre de technologie aussi sur Terre. Donc, on travaille sur la gestion d'énergie, recyclage d'eau, réduction de CO2. Ça, c'est typiquement ces éléments qu'il faut qu'on boucle dans cet habitat. Et c'est aussi des technos qu'on veut faire revenir dans des maisons lambda. Donc, ça fait vraiment partie. C'est important. Bon, très bien. Je ne sais pas si un jour votre refuge pourra être ouvert comme nos refuges de montagne au grand public. Peut-être pas 2030, ça paraît un peu utopique. Ce sera d'abord les professionnels, les astronautes. Mais peut-être que dans quelques décennies plus loin, on prendra son petit ticket pour la Lune, puis on ira passer quelques jours dans ce refuge imaginé ici par Peter et son équipe à Grenoble. On va rester sur un projet lunaire. Peter, un record en tout cas un peu lunaire, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. C'est notre rubrique Bravo Champion. Alors on pourrait mettre un S aujourd'hui à ce jingle puisqu'on a deux marathoniens en plateau avec nous. Duncan Périlla, champion de France de marathon. Vous avez même été champion d'Europe de cross-country avec l'équipe de France en 2021. C'est un beau palmarès. Côté de vous, Guillaume Delustrac, un palmarès encore plus important puisqu'il est recordman du monde. Guillaume, oui, non, c'était pour le petit clin d'œil, mais recordman du monde du marathon en marche arrière. Alors ça peut paraître une blague quand on dit ça. C'est d'ailleurs ce que Peter a pensé au début quand j'en ai parlé avant le début de cette émission. C'est pas une blague, quoique c'est quand même partie d'une plaisanterie entre vous deux, Duncan et Guillaume. Ouais, c'est ça, on se lance pas mal de défis. Je pense que Duncan est avide aussi de ça. Alors, il a une carrière pro à gérer, mais je pense que d'un côté, je fais un peu la balance sur peut-être des défis qu'il aurait peut-être aimé faire s'il n'avait pas ses obligations, on va dire, professionnelles. Donc voilà, on a discuté un petit peu ensemble. C'était vers le Nouvel An, et puis au 1er janvier... je me lançais suite à ce beau pari perdu avec Duncan, je me lançais sur la préparation du marathon en arrière. Il faut faire gaffe au défi du 31 quand on est un petit peu, dans les vapes, on peut dire des bêtises. Ouais, mais c'est un défi au final qui a été pris pas mal au sérieux parce que ce soit du côté de Guillaume où il a fait des semaines à 100 km en courant en arrière. Donc déjà, quand il n'y a personne qui fait ça autour, moi je l'ai accompagné sur quelques sorties, des fois c'est dur à gérer, je trouve un peu le regard des autres et ça à ce niveau-là, je suis assez admiratif parce que forcément, courir en marche arrière, ça peut paraître, pour certains ça va paraître ridicule et au final pour Guillaume c'était surtout une expérience et je trouve que c'est quelque chose qui doit être dur à gérer et ça j'ai été impressionné et voilà, et moi de mon côté j'essaie de faire en sorte aussi qu'il y a un peu de visibilité pour cette course et que ça paraisse vraiment comme une belle course et comme un beau record. On voit quelques images, Guillaume, à l'entraînement, sur le plateau du Vercors. Vous habitez à Lens en Vercors. Effectivement, les gens, quand ils vous croisent, ils ne doivent pas comprendre. Oui, j'ai plusieurs types de réactions. J'ai ceux qui se retournent et puis qui ne se doutent pas que moi je les vois, vu que je suis dans le sens inverse. Donc souvent, ils ont leur petit téléphone et puis ils essayent de filmer discrètement, mais moi je les vois complètement. Et puis sinon, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui s'énervent, il y en a qui disent que c'est pour faire le malin, etc. Bon, voilà.
C'est peut-être dangereux aussi pour les voitures, parce que pour le coup, là, vous ne les voyez pas quand on court sur route. Exactement. Donc je fais la plupart de mes défis. En fait, c'est pas le premier défi que je fais. J'en fais pas mal, et on les fait tout le temps avec ma femme, donc Constance. Et donc elle était là on faisait les entraînements à deux. Elle était dans le sens avant et moi dans le sens arrière. Et donc c'était vraiment mes yeux quand il y avait des montées, des descentes, même un petit caillou de quelques centimètres qui dépasse, ça peut être une chute potentielle à l'entraînement, quoi. Oui, parce que bon, vous n'avez pas le niveau d'un camp en marathon, mais vous êtes quand même un adepte des sports d'endurance. J'ai vu que vous aviez fait également la Race Across France, qui est une course de vélo d'ultra-endurance sur 2500 km. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis un triple Ironman aussi l'an dernier en partant d'Annecy, en faisant la traversée du lac d'Annecy à la nage, ensuite Annecy-Périgueux et à vélo et Périgueux-Bordeaux en course à pied. D'autres défis comme ça, un peu d'ultra-endurance aventure. Alors, pour courir en marche arrière d'un camp, c'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent que quand vous courez, vous, classiquement en marche avant. Donc, j'imagine que ça, si vous avez coaché un peu l'entraînement de Guillaume pendant les mois qui précédaient le record, vous avez découvert des choses, des douleurs, des adaptations particulières? Moi, je trouve que ça te fait développer un peu une skills un peu particulière, parce qu'effectivement, que ce soit au niveau musculaire, mais même au niveau un peu mental, je pense que tu consommes beaucoup plus d'énergie mentalement parce que tu n'es pas du tout habitué à cet effort. Parce qu'en marche avant, le truc, c'est que même rien que le fait de marcher au quotidien, pour la course, ça aide. Ça entraîne. Alors qu'en marche arrière, on marche même jamais en marche arrière. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail. Il y avait une étude américaine, je crois, qui montrait qu'il y avait 20% de dépenses caloriques en plus quand on courait en arrière qu'en avant, vu qu'on utilisait davantage de muscles, notamment au niveau du fessier. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent maigrir, notamment, c'est une bonne idée. Vous avez adapté votre foulée sur les images qu'on voit. C'est assez léger, hein, on a l'impression que vous courez presque sur les pointes. Ouais, complètement. On est obligé de courir vraiment uniquement sur la pointe des pieds. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très différent. Je me suis dit que ça m'aiderait, du coup, quand je reprendrais la course en avant, à pouvoir appuyer un petit peu davantage sur la pointe des pieds. Donc la voûte plantaire au début prend énormément de muscles, quoi. Quelques chutes aussi, j'imagine. Quelques chutes, Ouais, quelques ça fait chutes, partie du jeu. une petite dizaine de chutes, et puis même le jour du marathon qu'on a du coup fait ensemble, à la toute fin avec la fatigue, on n'était pas loin d'une chute, ouais. Alors c'était dans la Drôme, hein, le marathon que vous aviez choisi pour tenter ce record. Pourquoi il y avait une raison particulière? Pas de virage, moins de voitures? Ouais, le parcours est chouette, c'est assez plat. C'est pas très loin du Vercors aussi, et puis l'organisateur, l'équipe d'organisation est vraiment superbe, donc franchement on était ravis de le faire là-bas. C'est un petit marathon aussi, c'est pas le marathon de Paris en termes de nombre de personnes, et ça c'est important puisqu'en arrière on a besoin de place et on a besoin d'être tranquille entre guillemets, quoi. Il y avait du monde qui vous suivait, notamment les caméras de Tout le Sport. On voit leurs images là sur ce départ un petit peu brumeux. Les concurrents étaient au courant de votre défi? Comment ça se passait là au milieu du peloton? Ouais. Ils étaient au courant, et on voit d'ailleurs juste au tout début de cette vidéo que je suis à 2 doigts de me prendre une dame parce que je pars un petit peu vite. Donc j'ai bien fait de choisir aussi, je pense, ce marathon-là. Il y avait les copains qui étaient là aussi pour me donner les ravitaillements. Donc non, vraiment course parfaite de ce plan-là. Bon, et puis Duncan était en direct live. On vous voit là en t-shirt noir avec votre portable. Vous l'avez fait dans le bon sens, mais avec un équipement un peu particulier. Quand on court un marathon, vous étiez connecté en permanence avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. J'avais la GoPro sur moi. Ça, c'était donné par la télévision. Mais surtout, en fait, c'était parti un peu d'un défi presque avec Instagram. Et du coup, j'avais dit aux gens, principalement qui me suivaient, ceux qui suivaient Guillaume, que je retransmettrais la course en live. Et d'ailleurs, j'ai été étonné à quel point ça a intéressé pas mal de monde, et dont des athlètes même de haut niveau. Vous l'avez commenté, vous répondiez aux questions même en live pendant la course de Guillaume. Ouais, j'ai commenté toute la course du début à la fin, et c'est ce qui fait aussi que moi la course est passée hyper vite. J'ai pas vu les 3h25 passer. C'est vrai que non, au final c'était insolite pour lui, mais ça a été insolite un peu pour moi aussi. Ouais. Ouais, il a peut-être fait plus de 42 km 195, Guillaume, parce qu'on le voit zigzaguer un petit peu. Hein, quand on voit pas la route, c'est pas évident d'avoir la bonne trajectoire. Ouais, c'est ça, 42,4 ou 42,5, quelque chose comme ça. Et puis c'est l'Allemand à qui j'ai pris le record. Désolé du coup Peter, mais a essayé de le reprendre lui aussi, et il était en avance il y a 2 semaines, il était en avance sur mon record alors que je l'avais quand même déjà baissé de 13 minutes, et en fait pareil, vu que lui c'est 42,3 qu'il a mis, et les 100 derniers mètres ont fait que je maintiens le record pour une quarantaine de secondes, donc
Voilà, pour l'instant, on est encore là. Bon, en Allemagne aussi, visiblement, on aime bien les records insolites, hein, puisque J'apprends. vous avez déjà fait un marathon, Peter Non, ni dans un sens ni dans l'autre. non, pas du tout, oui, effectivement. Bon, moi, je suis un tout petit peu déçu parce que pour être cohérent, les garçons, il aurait fallu, pour être cohérent jusqu'au bout avec votre défi, il aurait fallu partir de la ligne d'arrivée et arriver sur la ligne de départ. Ouais, on nous l'a dit, mais je pense qu'on se serait pris 2-3 personnes dans le sens arrière, donc on est content de l'avoir fait comme ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, on va la voir, cette arrivée au bout, effectivement, de 3h25 d'efforts. Il y avait la famille, hein, le staff était autour de vous. C'est ça, il y avait ma maman, il y avait évidemment Constance, donc, avec qui on fait tous nos défis. Ils sont tous sur notre page Facebook et Instagram Kokogi Challenge. Donc voilà, il y en a d'autres beaux qui viendront aussi. Ouais. Bon, J'allais dire juste pour homologuer aussi le record, il fallait que ce soit fait sur un vrai marathon. Et pour être sûr que ça fasse bien la distance, et voilà, c'était ça qui était important aussi. parce que oui, c'est un record officiel, enfin, c'est une marque qui fait partie des Guinness Book, par exemple. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle Duncan devait filmer l'ensemble. En fait, il faut une preuve vidéo dans la plupart des Oui, il n'y a pas records. un huissier qui vous suit pendant 3h30. Exactement. Donc voilà, on a envoyé la vidéo au Guinness et on a pris le tampon du Guinness. Il doit manquer que quelques secondes de la pause toilette, mais Et une petite pause technique de quelques secondes. On s'est dit, on va peut-être pas filmer ça pour les spectateurs et spectatrices. Vous l'avez fait à l'envers quand même, cette pause technique. Ouais, je pense. Ouais. Bon, votre temps en marche avant, parce qu'on l'a dit, vous êtes quand même d'abord un marathonien classique. Ouais, 2h33 à Valencia en décembre dernier. Ah oui, ce qui est déjà une belle performance sur un marathon. Ça vous a donné des idées d'un camp? Peut-être d'inverser les rôles, que ce soit Guillaume qui vous filme et non. vous qui tentiez à votre tour? moi j'ai peut-être non sur quelque chose d'autre, peut-être qui m'accompagnera, mais non, ça c'est son défi à lui. Enfin, c'est un truc sur lequel au final je l'ai un peu accompagné et suivi aussi, et du coup j'ai adoré ça. Après, finalement, chacun ses défis, et voilà, moi j'ai adoré faire partie un peu d'être le spectateur sur cette course. Bon, votre défi, c'est d'essayer de descendre en dessous des 2h10. Au marathon, vous êtes à 2h12. Je crois que c'est un temps qui vous place parmi les meilleurs Français. Mais derrière la première féminine mondiale, hein, depuis quelques jours, il y a une c'est femme ce que qui je est viens de voir descendue depuis, sous 2h12. qui a fait 20 secondes de mieux que moi, donc je suis plus record woman du monde du marathon. Oh, c'est une Éthiopienne assez fin qui a, Ouais. à Berlin, Impressionnant. en Allemagne encore. C'est vrai que Berlin, c'est un marathon qui est réputé pour faire tomber des records. Si un jour vous devez en faire un, Peter, il faut aller courir celui de Berlin. Elle l'a fait en 2h11 53. Alors, vous faites partie des meilleurs Français. Vous êtes même champion de France depuis 2 ans. J'ai envie de dire, même si le premier titre obtenu sur le marathon de Rennes en 2021, on va revoir les images, vous a été retiré une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée. Pourtant, là, vous étiez tout content. C'était votre premier marathon en plus de votre carrière, hein. Ouais, c'est ça. C'était mon premier marathon. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que je me débrouillais bien sur le long. J'avais quand même des objectifs. Je partais sur cette course pour viser quand même dans l'idée un podium, voire la gagne. Au final, ça s'est super bien passé. J'ai eu des bonnes sensations et je me retrouve à gagner. Le problème, c'est qu'en championnat, il faut avoir le maillot de son club pour que ce soit homologué, pour que ça compte. Le problème, c'est que j'avais jamais fait de course sur route en championnat. Et donc j'avais le maillot de mon sponsor, qui n'est plus mon sponsor actuel, qui est maintenant Oka. Mais voilà, et du coup, le club du deuxième qui finit premier a porté réclamation. Je me suis fait disqualifier du championnat de France, donc j'ai perdu le titre. Mais voilà, mais au fond de moi, je considère que je suis quand même champion de France cette année-là. Oui, et puis je pense que pour le milieu aussi, hein, c'était une entrée un peu fracassante dans le milieu du marathon, de devenir champion de France, en tout cas de remporter le championnat de France sur la route pour la première Oui, épreuve. en plus j'avais jamais fait de sélection en équipe de France. C'était un peu le début, un peu on va dire presque de ma carrière athlétique où j'ai gagné les championnats de France sur le premier marathon, et après je me qualifie au championnat L'équipe de d'Europe de France. cross juste derrière. Voilà, après je fais 2h12 juste derrière, donc c'est vrai que c'était un peu, on va dire, le début de beaucoup d'années d'entraînement, d'une certaine concrétisation en fait de beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'était une belle période. Bon, on peut dire que les règlements sont des fois un peu sévères. Je me souviens d'un Français qui s'était fait disqualifier aussi dans un grand championnat parce qu'il avait enlevé de joie son maillot de l'équipe de France pour le coup avant la ligne d'arrivée. Oui, après c'est aussi une question un peu des fois ça dépend aussi
pas que du règlement, ça dépend aussi des clubs, des athlètes. Oui, s'il n'y avait pas eu de réclamation, il n'y avait pas eu de réclamation. Je sais que moi, l'organisation, tout ça, aurait essayé de faire en sorte que je gagne le titre. Voilà. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, ma façon de voir les choses, c'est qu'en fait, le côté sportif devrait prendre presque le dessus sur certaines règles si elles sont pas, si c'est des règles, oui, parce que c'est pas vraiment de la réelle triche. Un maillot, c'est pas ça qui va vous faire changer le temps. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai que moi je l'ai pas forcément très bien pris ça, indépendamment du fait que finalement j'ai perdu le titre, parce que ça me changeait pas grand chose dans la vie, parce que pour la majorité des gens, j'ai été champion de France à ce moment-là, mais voilà, c'est plus un peu l'action un peu de vouloir chercher à disqualifier un athlète pour que son athlète à soi soit champion de France. Voilà, un moi peu mesquin. C'était comment ? Un peu mesquin. Voilà, moi j'ai trouvé ça moyen, mais bon. Bon, en tout cas, pour inscrire officiellement votre nom au palmarès du championnat de France, vous avez été obligé de remettre ça en 2022 sur un autre marathon. C'était le marathon de Deauville, en Normandie, qui servait de support au championnat de France. Et cette fois, vous aviez le bon maillot au départ et vous avez remporté le titre. Ouais, c'est ça. Surtout que c'était une belle course avec un peu des conditions un peu plus difficiles que l'année d'avant à Rennes. En plus, moi, j'ai été un peu blessé de mon côté depuis pas si longtemps, depuis quelques jours. Et d'ailleurs, après, j'ai pas pu m'entraîner pendant un mois. Et voilà, j'ai gagné, on va dire, un peu dans la souffrance. Donc c'est vrai que c'était un peu une belle revanche sur mon premier championnat de France. On vérifie quand même pour être sûr que vous aviez bien le maillot du club voilà, dans lequel vous êtes. Alors vous êtes à Neuilly-Plaisance, pas à Grenoble, Duncan. Ouais, c'est ça, je suis à Neuilly-Plaisance. Alors voilà, c'est sûr que en athlète, pour pouvoir vivre de son sport, c'est pas forcément évident. Voilà, j'ai trouvé un club à Paris, qui d'ailleurs, le club, c'est grâce à Guillaume que je me retrouve dans ce club-là, d'ailleurs, aussi. Parce que quand je rentrais en France, après, j'ai fait mes études aux États-Unis. Vous avez été 4 ans aux États-Unis ? Exactement, je faisais mes études là-bas, je rentrais en France, donc je passais par Paris, Guillaume habitait là-bas et s'entraînait dans ce club-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré le coach et c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir dans ce club qui m'a accompagné, qui m'a aidé pour financer mes stages, pour certains déplacements. Donc voilà, donc je suis grenoblois, je vis à Grenoble, j'adore cette ville et je serai au fond de moi toujours grenoblois. Mais voilà, je suis accompagné par un club parisien que je remercie d'ailleurs énormément. Bon, ils vous ont pas voulu d'avoir oublié leur maillot lors du premier championnat de France Non, ça les a amusés. Au final, c'est bête, mais d'un certain côté, ça a fait un petit peu parler aussi, donc ça leur a fait un petit peu de... Ah oui, c'est sûr que ça avait fait le buzz, bien au-delà de ce que normalement rapporte au niveau médiatique un titre de champion de France classique. Donc bon, voilà, c'était un oubli qui finalement s'est bien terminé. Vous parliez d'argent parce que marathonien, c'est un boulot à temps plein. Il faut enchaîner les kilomètres. Je crois que c'est plus de 200 par semaine sur une... Ouais, voilà, maintenant je pense que c'est à peu près ça, 200 km par semaine. C'est à peu près voilà, les marathoniens français. Donc ça va dépendre. Il y en a qui vont faire un petit peu du vélo à côté, un peu plus de renfort. Mais en général, c'est des semaines aux alentours de 200 km. Donc ça demande pas mal d'implication parce que au milieu, tu es quand même obligé de te reposer un peu pour pouvoir récupérer assez pour l'entraînement d'après. Donc c'est vrai que non, ça demande beaucoup de temps. Ouais. 2 titres de champion de France, un record à 2h12. J'ai vu que vous rêviez des JO de Paris. C'est encore possible, Duncan ? Ça va être difficile. Après, forcément, je pense que c'est bien déjà d'en rêver par rapport à... rien que pour se motiver. Ça pousse vers le haut. Donc rien que par rapport à ça, c'est bien d'en rêver. Après voilà, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y a quoi, 4 minutes à gagner. Voilà, moi je suis quand même assez, même dans le marathon, je suis quand même assez nouveau. Il y a 2 ans, j'en avais jamais fait. Donc ça veut dire que j'ai quand même potentiellement une marge de progression. Donc c'est un tout, c'est à prendre à la fois avec des pincettes parce que ça va être difficile et parce que pour l'instant, il y a des athlètes qui ont plus de chances d'y aller que moi. Mais en même temps, je pense que c'est quand même bien d'y croire pour continuer à progresser tout simplement. Il y a un Isérois. Alors, il est Isérois parce qu'il est licencié dans un club de Voiron, enfin au club de Voiron, mais il vit plutôt, lui, en Haute-Savoie ou dans la Drôme. C'est Hassan Chadi qui, lui, a déjà son ticket pour les JO. Non, il n'a pas son ticket. Il l'a pas encore officiellement, mais il est en tout cas pour l'instant en tête de... Pour l'instant, il est, voilà... en tête, non. Pour l'instant, il est 2e parce qu'il n'a pas fait les minima non plus. Ah oui. Mais effectivement, pour l'instant, je pense que...
il y a 3 places dans tous les cas. Voilà, pour l'instant, à moins que 2 athlètes en plus fassent les minima et qu'ils ne les fassent pas, effectivement, lui, il a des chances d'y aller. Ouais. C'est quoi les minima sur C'est 2,8-10, il me semble. Mais voilà, Hassan est une super personne, indépendamment de ça en plus, mais c'est vrai que il représenterait bien Grenoble, enfin la région grenobloise et l'Isère, c'est sûr. Bon, on espère qu'il y en ait 2 au mois de juillet prochain. Il y a encore un petit peu de temps. En attendant, vous êtes mis à l'Ultra Trail également. Et là aussi, dès votre première course, première victoire, c'était au mois de juin dans le Massif central sur une distance de plus de 120 km. Ouais, c'était le trail de Saint-Jacques. Voilà, le programme classique en général en athlée quand tu fais du marathon, c'est de faire du marathon l'hiver. C'est la période entre septembre et avril quand c'est là où il y a les marathons les plus roulants, mais c'est là aussi où il fait relativement frais, où tu peux faire de bonnes performances. Et après, la partie estivale, c'est en général plus la piste. Donc ça va être du 5000 mètres, du 10 000 mètres. Les coureurs vont un peu plus travailler leur vitesse et ça peut apporter aussi pour le marathon, justement, en revenant le septembre de l'année d'après. Moi, de mon côté, j'aime pas trop la piste, j'aime pas trop tourner autour d'une piste. Finalement, ce plaisir de cette sensation de vitesse m'apporte pas plus que ça. J'aime bien courir. Justement, je viens de Grenoble, j'ai l'habitude de courir à la Bastille, j'ai l'habitude de courir à la Chartreuse, Beldon, Vercors. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît énormément et même je trouve ça beaucoup plus ludique, les descentes, les montées, la variation un peu d'allure ou même un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les crosses, ce que j'adore aussi. Et du coup, j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Et tant qu'à essayer quelque chose de différent, l'ultra trail, je me disais, ça va m'apprendre beaucoup sur la gestion de l'effort, la gestion de l'endurance, sur le mental et aussi sur l'alimentation. Et l'alimentation, c'est aussi important sur marathon. Donc, je me suis dit qu'en repassant, en changeant un peu de discipline, en respirant aussi un peu un coup, parce que ce qui m'a fait aussi passer sur ultra, c'est que mes derniers marathons là en début d'année, ils se sont pas très bien passés et du coup j'avais besoin de respirer, de penser un peu à autre chose et c'est ce qui m'a permis là justement aujourd'hui là de me rentraîner, de repartir sur une prépa marathon et d'en avoir vraiment envie parce que j'ai entre guillemets coupé un peu de cette discipline. C'est bien aussi de varier les plaisirs. Et la Mecque de l'Ultra Trail, alors c'est pas l'Ultra de Saint-Jacques qu'on a vu, mais c'est l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous étiez au départ de l'édition 2023, début septembre. Là, dans la masse, il y a plus de 2000 coureurs qui prennent le départ de cette course mythique. Il y a tout le gratin mondial sur une épreuve comme celle-là. Oui, l'UTMB, moi qui d'ailleurs viens pas du trail à la base, je connaissais pas beaucoup de trail. Voilà, j'ai fait un ultra qui était pas loin de chez moi, qui était by UTMB, donc c'était justement l'UTMB, c'est le trail que tout le monde connaît, un peu le trail par excellence. Et voilà, et en me qualifiant du coup sur tout est arrivé très vite, mais en fait grâce à cette ultra de 125 bornes, 125 km, et j'ai pu me qualifier à l'UTMB parce que je l'ai gagné et je me suis dit allez, autant essayer. Et comment ? J'y vais dans ce cas-là. Ouais, voilà, j'y vais et au final ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu des gros problèmes au niveau gastrique, mais c'était quand même une super expérience. Bon, vous avez quand même fait exploser la course dès le début, sans complexe. Là, on voit les stars de la discipline qui sont rodées depuis des années, dont Mathieu Blanchard par exemple, ou Pau Capel qui a déjà remporté cette épreuve. Mais vous étiez devant dès le début. Ouais, je suis parti devant. Alors la première partie en fait est assez plate. Moi, j'avais quand même un avantage, on va dire, sur du plat proportionnellement par rapport à de la montée et de la descente. Donc c'est vrai que c'était plutôt là où je voulais aller plutôt un peu plus vite. Après, est-ce que je suis parti un peu vite ? Il y en a qui vont dire que si j'ai eu des problèmes, c'est parce que je suis parti trop vite. Moi, je suis pas certain de ça. Je pense que c'était surtout la partie sur laquelle j'avais le plus mes cartes à jouer et que je temporisais plus en montée. D'ailleurs, je me suis fait rattraper un peu dans les montées et dans les grosses descentes. Je regrette pas dans tous les cas d'être parti. Bon, vous avez bénéficié de l'ambiance du leader quand on traverse Saint-Gervais, notamment comme sur ces images. Une ambiance de dingue, une ambiance presque de Tour de France que je disais. À Notre-Dame-de-la-Gorge, surtout vers le 25, vers le 30e kilomètre, où il y avait énormément de spectateurs et les gens étaient devant. Et en fait, on ne voyait pas là où on allait continuer et les gens s'écartaient devant nous. Donc, c'est vrai que c'était
c'était vraiment beau à vivre. Ouais. Vous l'avez suivi, Guillaume Duncan, parce que la course était retransmise en direct sur les Internet et même sur l'équipe. Ouais, on l'a suivi. Et puis l'avantage, c'est qu'on était tous les copains ensemble, puisque c'était mon enterrement de vie de garçon ce week-end-là. J'étais censé être à l'enterrement de vie de garçon et j'y suis pas allé pour vous avez quand même eu des problèmes gastriques. Exactement, mais j'ai pas bu d'alcool, hein, c'est pas dû à l'EVG. Mais nous, on a hésité à le faire à Chamonix, du coup. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'était bien de tenter avec panache de faire exploser une épreuve comme ça, même si vous avez fini par abandonner. Il y a 4 Français depuis 20 ans que la course existe qui ont mis leur nom au palmarès de l'UT4M. Ça peut être un objectif de l'UTMB, pardon. Ça peut être un objectif pour vous, Duncan, dans les années à venir. Oui, voilà. Après, c'est pareil. Le mieux, c'est de parler un peu avec les actes plutôt qu'avec les mots. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, par contre, c'est sûr que je retournais à cette course. Et moi, c'est vrai que quand je cours, j'ai quand même plutôt des objectifs, on va dire. J'ai quand même des objectifs de performance. Donc, forcément, si j'y vais, ce sera pas pour faire de la figuration. Ah ben, on vous suivra évidemment. Un UTMB en marche arrière, ça n'a jamais été fait, Guillaume. Ouais, je glisse l'idée comme ça. J'ai essayé même sur trail, quelques kilomètres, c'est vraiment pas évident. Ouais. Donc un UTMB, je pense que ce sera pas en tout cas pas pour moi. Bon, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé. Voilà la taille de l'UTMB sur des chemins très pierreux, même si là on a vu surtout la course sur route, mais après on est vraiment dans la montagne, donc à l'envers, c'est effectivement un autre défi. Allez, on termine cette émission avec vos bons plans. Et c'est Guillaume qui nous propose une idée 100% plaisir. C'est ça, c'est Gustavo, donc le kebab vegan à Grenoble. Vu que, comme je le disais, je suis assez engagé écologiquement. Là, mes prochains défis, d'ailleurs, vont être orientés préservation de la montagne. Et donc là, c'est vraiment délicieux. C'est en plein centre de Grenoble. Et moi, personnellement, c'est mon adresse préférée, du coup, même en France, vu que je suis très, très fan de fast-food. Donc là, c'est juste parfait et l'équipe est hyper sympa. Bon, vegan, hein, c'est aucun produit animal, même le lait, les œufs, tous les dérivés. C'est ça. Même la mayonnaise que souvent il y a dans les kebabs ou dans les sauces, etc. Tout est 100%... sans provenance animale. Et on peut faire de la performance de haut niveau, puisque 2h30 au marathon, avec une alimentation végane. Exactement. C'est un peu un des buts de mes défis, de montrer que on peut être engagé écologiquement, on n'a pas forcément besoin de faire énormément de déchets sur nos ravitaux, etc. On peut consommer localement et en faisant des courses de longue distance aussi. Peter, il n'y a pas encore de resto sur la Lune, mais il y en a à Grenoble qui vous inspire. Oui, la Pena Andalouse, j'adore ça. C'est un resto très sympathique avec des personnels sympathiques et des belles rencontres et des meilleurs tapas dans les Alpes, à mon avis. Après, bon, allez voir, ils sont appétissants ces tapas. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous véganes, mais la Pena Andaluza, c'est 3 rue du Palais à Grenoble, voilà, juste avant la place Saint-André, la bonne adresse de Peter. Et puis le kebab Gustavo, c'est 11 rue Thiers, dans le centre-ville également. D'accord. Petite balade pour digérer ces deux bons plans resto. Ouais, petite balade à la Bastille, forcément, voire même jusqu'au Mont-Jallat. On a la vue sur tout Grenoble. L'idéal, c'est forcément coucher de soleil. Toute la vue sur Grenoble. La montée, c'est hyper proche du centre-ville, donc on peut arriver en haut assez rapidement. Voilà, ceux qui décident de le faire en marchant, ce sera plus 1 heure de montée, 1h15, peut-être 1h30. Et ceux qui veulent le faire en courant, les plus sportifs, puis il n'y en a que pour 1 demi-heure et au final on se retrouve assez quand même dépaysé et assez vite en pleine nature, donc c'est vrai que c'est la balade à faire à Grenoble, je pense. Alors, puis ceux qui veulent pousser encore un peu plus loin, on peut aller jusqu'au Mont-Raché. Il y a un record officieux, je ne sais pas si vous le connaissez, l'aller-retour. Alors c'est plus Thomas Cardin, c'est Sylvain Cachard qui lui a pris le record en 54 minutes aller-retour depuis le départ des bulles de la Bastille jusqu'au sommet du Mont-Raché. Donc voilà, si ça vous tente d'aller les titiller aussi sur leur terrain de jeu. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, quand ils veulent se tester en course à pied, qui vont faire un 10 km, un marathon. Les Grenoblois, c'est un peu la montée de la Bastille ou la montée du Raché, justement. Tu fais combien à la montée de la Bastille ? Ça fait la référence. C'est la référence pour un Grenoblois, oui. Il ne faut pas trop le chauffer parce qu'il est joueur. Hein. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Je pousse à essayer d'aller battre le record de Sylvain Cachard. Vous êtes chez le même sponsor, en plus, je crois, tous les deux, chez Oka. Donc voilà, ça restera en famille. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous faire rêver un peu avec vos différents projets. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.